Salut les amis et bienvenue sous le soleil, maillot sur les épaules et forcément crampons aux pieds. La saison de foot est certes terminée, mais vous en avez l'habitude. Désormais, c'est en vidéo, votre rendez-vous Club Foot chaque semaine sur Tendance Ouest avec l'ensemble de nos consultants. Et il y a de quoi dire cette semaine, vous allez voir, de la Ligue 2 au championnat amateur entre la vente du Stade Malherbe de Caen, l'AS Cherbourg en très grande difficulté dans le foot fédéral qui pourrait rebattre les cartes ou encore les atermoiements de la Ligue de Normandie à venir. On va tout vous dire et ça démarre maintenant pour cette troisième émission vidéo. Il est avec nous et il fait sa première apparition dans notre équipe. C'est un vrai plaisir de le recevoir. Il est le créateur du site Foot Amateur. Bonjour Jérôme Bouchacourt. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Un retour cette semaine, celui de Julien Mailleux de SoFoot. Il n'est pas passé chez le coiffeur, mais il a l'esprit très clair. Salut Julien. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et Mathieu Billot, le fidèle parmi les fidèles du foot normand, est en notre compagnie aussi aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon, première des trois grandes parties, messieurs. Et je commence avec vous, Julien Mailleux. Justement, c'est vous qui allez ouvrir le bal aujourd'hui. Le Stade Malherbe de Caen. On est bel et bien sur le chemin d'une vente. Ah, Julien nous a quittés. Mathieu, donc, on va prendre avec vous quand Julien va être revenu. Mathieu, oui, cette fois, c'est quasi assuré, quoi, finalement. C'est quasi assuré. Oui, il n'y a pas eu beaucoup non plus de nouveautés depuis la semaine dernière. Et encore une fois, le terme de vente peut être soumis à différentes interprétations. Moi, je veux maintenir ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est plutôt une nouvelle forme peut-être d'actionnariat. Voilà, alors est-ce que ça prendra le chemin d'une vente à quelqu'un d'extérieur, complètement d'extérieur au club? Est-ce que ça se jouera en interne? Ça, pour le moment, j'ai pas la réponse. Mais voilà, on peut penser que ça va changer. Donc Julien, vous êtes revenu avec nous, effectivement, je vous le disais il y a quelques instants. On paraît quand même être sur le chemin, comme le disait à juste titre Mathieu à l'instant, d'un vrai et profond changement dans la gouvernance du club du côté du Stade Malherbe. Oui, sûrement. A priori, ça devrait au moins évoluer dans les jours, voire les semaines qui viennent. On sait que les actionnaires sont à la recherche d'investisseurs. Est-ce que, la question est toujours la même, est-ce que ça va se traduire par de nouveaux actionnaires ou par une vente complète du club? Moi, j'ai mon petit avis sur la question. Je ne vois pas ce qui pourrait motiver quelqu'un qui a de l'argent et qui est prêt à investir à, on va dire, à ne pas prendre le pouvoir, en fait, à simplement être un actionnaire parmi d'autres et parmi beaucoup d'autres, ce qui fait qu'on a un pouvoir de décision qui est quand même assez réduit. Vu la situation du club, je doute que les actionnaires soient réticents à l'idée de vendre. Et vu la situation économique actuelle, je ne vois pas ce qui pourrait motiver un investisseur à seulement devenir un actionnaire de plus. Alors, il faut bien le rappeler, et là, je me tourne vers vous, Mathieu Billot, éminent spécialiste des statuts du Stade Malherbe de Caen. Le vrai changement, il va exister, c'est certain. Maintenant, il y a des gens aussi à l'intérieur du SMC10. Alors, on rappelle ce que c'est. Le SMC10, c'est le groupe d'actionnaires majoritaire qui est composé de 13 actionnaires à part égale qui détiennent à eux 13 80% du club. Parenthèse terminée sur l'explication en elle-même. Aujourd'hui, alors Julien Mailleux disait, je ne vois pas ce qui pourrait intéresser un investisseur de venir à Caen juste pour investir comme ça sans prendre le contrôle. À l'intérieur de ce club des actionnaires, il y a des intéressés en revanche. Il y a potentiellement des gens qui peuvent être intéressés. Hein. C'est voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un actionnariat ou d'un éventuel rachat du Stade Malherbe, c'est le même nom qui revient. C'est le même nom qui revient à chaque fois. C'est le nom de Pierre-Antoine Capton. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que cette personne-là, elle est intéressée? Il y a 2 ans, il avait soumis un projet. Il s'est fait renvoyer dans ses 22. Est-ce qu'aujourd'hui, il sera de nouveau intéressé? Lui seul a la réponse. Parce que la situation a un petit peu évolué comme depuis 2 ans et sa proposition de l'époque, c'est pas exactement le même club qu'il pourrait retrouver. Donc voilà, et puis après, il faut savoir quels actionnaires veulent vendre, à quel prix, combien veulent vendre, est-ce qu'ils veulent tous vendre, est-ce qu'il y a certains veulent rester. Enfin, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de questions qui amènent beaucoup de réponses. Donc il y a un petit peu de boulot à ce niveau-là, sachant qu'en fonction de l'identité du futur propriétaire du club, il pourrait y avoir des changements qui en découlent au niveau de la gestion quotidienne. De la gestion et des changements, il y en aura forcément, Julien Mailleux, du côté du Stade Malherbe de Caen. Premier d'entre eux, est-ce qu'on peut imaginer que Fabrice Clément, président depuis une année, pourrait ne plus être président, selon vous, à partir de la saison prochaine, ou du moins quand ce rachat sera acté?
Oui, on peut tout à fait l'imaginer, surtout que Fabrice Clément, contrairement à ses prédécesseurs, ne fait pas partie des actionnaires. Lui, il n'est qu'un employé, finalement, il n'est qu'à la Un merci, bénévole. on va dire, Un bénévole. Même pas un employé, un bénévole. un bénévole, c'est vrai. Donc, oui, en effet. Donc, il n'est à la merci, en fait, des décisions qui seront prises. Alors, j'imagine que lui est certainement dans l'incertitude, mais en effet, on peut tout à fait imaginer qu'il ne sera bientôt plus président du Stade Malherbe et donc qu'on continue, on va dire, à évoluer et à changer finalement de situation tous les ans. Depuis janvier 2018, la tempête est quasi perpétuelle sur la direction et la gouvernance du club. Aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé, selon vous, à un point de non-retour? Alors, répond celui qui veut. Mathieu, Julien, celui qui veut. Moi, je ne sais pas si on est arrivé à un point de non-retour. C'est pour moi une nouvelle étape. En fonction de la conclusion qu'elle peut avoir, ça peut être la dernière et on peut peut-être partir sur une session de 10, 15, 20 ans. Ou alors, ça peut être, ou alors peut-être que dans 6 mois, il y aura encore quelque chose qui va se passer ou dans un an. On ne peut pas le savoir. Là, pour le moment, c'est qu'une nouvelle étape. Il y a encore beaucoup de flou. Moi, je trouve aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse concrète. La période en plus qu'on vit en dehors du football, je ne pense pas, n'aide pas. D'ici septembre, on saura si c'est seulement une nouvelle étape ou alors on est parti sur un cycle de 10-15 ans comme ça. Alors, il faut le rappeler, Julien Mailleux, vous avez participé, on le rappelle, à l'écriture de l'encyclopédie du Stade Malherbe de Caen et on va faire un petit bond en arrière. On va revenir justement à la fin des années 90 et au début des années 2000. Avant les 17 années de pouvoir de Jean-François Fortin, il y a eu 4 à 5 années de, allez, on va dire entre guillemets, bazar, en tout cas de grosse instabilité à cette époque-là. Finalement, c'est très cyclique tout ça, on a presque envie de dire. Oui, oui. Après, est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire du Stade Malherbe? Je ne sais pas trop. Là, ça fait que vous l'avez bien dit, ça fait 2 ans et demi que la situation, on va dire, est très très mouvante. Et je suis pas sûr que ça nous serve véritablement. D'ailleurs, depuis 2 ans et demi, la situation du club se dégrade de mercato en mercato et de mois en mois. Là, on a quand même envie d'espérer une issue. Allez, j'ai envie de le dire un peu plus radicale. En fait, les choix qui ont été opérés lors des dernières modifications, les dernières transformations du club n'ont pas vraiment porté leurs fruits. On nous a parlé il y a un an on va dire, de plus de sérénité parmi les actionnaires. Et au mois de mars, je crois, on a vu arriver un modérateur pour, on va dire, rétablir un peu de sérénité parmi les actionnaires. On a l'impression qu'en fait, les problèmes sont les mêmes, qu'ils ne se règlent jamais. Et j'ai en fait beaucoup de mal à croire aujourd'hui, dans le monde du football tel qu'il existe en 2020, qu'on puisse faire tourner un club avec autant de dissensions en interne. C'est bien pour ça que ça ne tourne plus guère rond du côté du Stade Malherbe de Caen depuis ces 2 ans et demi. Mathieu Billot, pour le faire retourner rond, ce Stade Malherbe, là où je disais on est presque arrivé à un point de non-retour, c'est que finalement, il n'y a que le fait de trancher fort et dans le vif pour réussir à retrouver peut-être, alors vous évoquez une nouvelle étape, mais en tout cas, un semblant de stabilité parce que on va glisser aussi sur le plan sportif, messieurs. Il y a un mercato à préparer, il y a une saison prochaine à préparer. Comment on fait dans ces conditions, Mathieu? De toute façon, c'est par étapes. Je voyais que sur les réseaux sociaux, il y avait ça commençait à avoir quelques rumeurs de transfert concernant le Stade Malherbe. C'est d'époque, c'est de bonne guerre. Mais je vois mal aujourd'hui un joueur s'engager ou la direction engager un joueur, sachant qu'on ne saura pas dans quelques semaines qui sera le patron. Enfin, ça me paraît très bizarre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je trouverais ça curieux. Donc, il faut y aller par étapes. La première étape, c'est savoir qui sera aux commandes du club au 1er septembre. Je vais me projeter un petit peu loin. Il faut aller vite, là. Ça veut dire qu'il faut aller très vite dans l'idée parce qu'il y a des joueurs, il y a un mercato à préparer, il y a une saison à préparer, il y a un entraîneur à nommer aussi. On ne sait peut-être pas si Pascal Duprat restera ou pas selon l'actionnaire, selon le repreneur, après tout. Enfin, là, en fait, la priorité, c'est d'aller extrêmement vite, finalement. Oui, alors après, on peut aussi faire le choix de la stabilité pour au moins une saison et qu'éventuellement, les nouvelles personnes en place, si c'est des nouvelles personnes, fassent le choix de continuer avec les personnes qui sont en place, avec Pascal Duprat comme coach, qui a un contrat, comme quasiment l'ensemble de son staff, en tout cas ses 2 adjoints, pour 1 an, voilà, qui continue peut-être avec Johan Eudlin comme directeur sportif, avec Arnaud Tanguy comme directeur général. Ce sont des salariés du Stade Malherbe. Ils ne sont pas salariés de Monsieur X parce qu'il a pris le contrôle du club. Donc pourquoi pas continuer, en tout cas sur un temps donné, et puis se donner le temps, peut-être 6 mois, 1 an, de faire un audit et voir si ça fonctionne pas avec eux. On a quand même la sensation, Julien Mailleux, que
cette rapidité. Là, ce que préconise Mathieu, ou ce qu'évoque Mathieu Billaud, semble être une solution au moins d'apaisement et de réflexion, avec, pourquoi pas, effectivement, un audit sur un temps plus long. On a juste la sensation que pour essayer de créer une nouvelle dynamique sur le plan sportif, a besoin d'un peu de tranquillité pour être clair. Sûrement, oui, c'est pour ça que l'idée qu'il évoque on va dire de maintenir un petit peu un statu quo pendant un moment, même en cas de rachat, à mon avis, me semble pertinente, même si on a tous envie que le Stade Malherbe reprenne vraiment des couleurs et qu'on a du mal à croire que ça puisse se traduire, on va dire, par une simple continuité sans véritablement modifier certaines choses. C'est sûr que pour l'instant, c'est très compliqué pour tout le monde. J'ai envie de dire, la situation, le contexte actuel nous aide presque parce que c'est compliqué pour nous, parce qu'on est dans une situation d'éventuel rachat, etc. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais la situation et la crise sanitaire font que c'est très compliqué pour tout le monde finalement d'avoir des visibilités. Donc finalement, notre situation à nous n'est peut-être pas bien pire que celle des autres. Après, en effet, c'est compliqué pour le mercato. Alors, Mathieu disait que c'est pratiquement impossible, enfin, on va dire très compliqué pour un joueur de signer à Caen aujourd'hui. Je mettrais peut-être une parenthèse, peut-être que certains joueurs sans contrat, qui eux n'ont véritablement pas beaucoup le choix, pourraient signer, parce que là il n'est pas question on va dire de transfert. Donc j'ai vu le nom de Benjamin Cornier qui serait en fin de contrat du côté de Strasbourg. Ça, à mon avis, ça peut se faire. C'est un joueur qui finalement n'a plus de contrat, donc lui, signer quelque chose aujourd'hui, je pense que ça l'engage à rien et au moins ça lui donne une sécurité contractuelle. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est recrutement, pour tout ce qui est transfert, et même pour tout ce qui est préparation de la prochaine saison, c'est compliqué. Et je pense que la situation étant tellement chaotique, je suis d'accord avec Mathieu, le mieux c'est encore de retrouver un peu de sérénité et peut-être de maintenir le statu quo. Alors, situation chaotique, tout l'opposé de nos amis du Havre que nous irons voir la semaine prochaine dans un grand format avec nos camarades du Courrier Cauchois, parce qu'Auac, franchement, on est plutôt tranquille pour cette fin de saison officielle et ce début de prochaine saison. Mais vous allez voir, le Stade Malherbe de Caen, c'est chaotique. Mais il y a encore mieux en Ligue de Normandie, vous allez voir. Et c'est pour ça aussi qu'il est avec nous aujourd'hui. Jérôme Bouchacourt, le fondateur de Foot Amateur. On va passer à notre deuxième partie, le foot fédéral. Alors, connaît depuis hier pour les clubs qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et de budget par saison, connaît une partie du plan gouvernemental pour l'aide à partir de l'État. On connaîtra les tenants et aboutissants exacts dans les prochaines semaines du plan de la Fédération française de foot pour venir en aide à ces clubs. Mais de plan, c'est un plan Covid. Et là, on ne va pas parler de Covid, on va parler d'avant la crise du Covid. Jérôme Bouchacourt, vous avez sorti ce week-end un papier sur votre site internet Foot Amateur concernant l'AS Cherbourg, une AS Cherbourg, et j'ai envie de dire encore en grand danger, papier développé ce matin en plus dans vos colonnes également. Jérôme, est-ce que l'on peut dire que l'AS Cherbourg aujourd'hui va réellement chuter et est tout proche du gouffre, comme il y a 6 ans de cela? C'est pas moi de le dire, c'est plutôt à Gérard Goël de savoir ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que selon nos informations, le club a un déficit entre 200 et 220 000 euros. Certaines personnes disent même un peu plus. Le président de l'AS Cherbourg certifie qu'il n'a que 123 000 euros de déficit. Stop, je vous arrête. Que 123 000 euros. C'est ça. Que 123 000 euros. Ce qui est déjà énorme pour un club de National 3. On rappelle que c'est 1/5 du budget total d'une saison pour le club. Tout à fait, oui. Et si on est à 200 000, c'est un peu plus de pratiquement un tiers du budget. Donc aujourd'hui, lui espère avoir une subvention exceptionnelle de la mairie. Qu'il n'aura pas, selon les dires de Franck Tison. Qu'il n'aura pas. Tout à fait. J'ai eu Franck Tison au téléphone hier plusieurs fois. Il n'y a pas de subvention exceptionnelle. La mairie de Cherbourg a bien voté une subvention de 500 000 euros pour ses associations, mais ça concerne tout le secteur associatif et surtout, la Cherbourg aujourd'hui a une date limite donnée par la commission de contrôle et gestion de la Ligue de Normandie qui est le 3 juin. Et la mairie m'a bien certifié qu'il n'y aurait pas de subvention exceptionnelle pour le club avant le 3 juin. Ça déjà, bon. C'est certain. Ensuite, Gérard Goël
parle toujours de son fameux mécène. Donc, qui serait Monsieur Fati, père d'un joueur. Enfin, c'est des fonds japonais qui passeraient par l'Afrique. Bon, sincèrement, avant le 3 juin, j'y crois pas du tout non plus. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a un club qui est en difficulté quand même depuis des années. Ça date depuis 2012 quand ils étaient en national. Je vois pas comment la Ligue peut de nouveau cautionner ce genre de pratique. Parce qu'on rappelle, Jérôme, qu'en 2012, l'AS Cherbourg est un club de national et relégué administrativement jusqu'en Régional 2 pour des raisons financières, remonte de Régional 2 en National 3 et moins de 10 ans plus tard, on remet ça finalement. Oui, on remet ça et puis, moi d'après ce que je sais, c'est que ces 2-3 dernières années, le club était financièrement pas trop mal, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand on est en R2, en R1, on n'a pas les mêmes besoins qu'en National 3, sauf que cette année, il y a 4 contrats fédéraux. En plus, sincèrement, quand je vois les noms des contrats, c'est pas non plus, on va dire, du top joueur. Désolé pour eux, mais il y a 4 contrats fédéraux, et puis surtout, il y a ce déficit qui est arrivé. Donc, ils ont pris. Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes un spécialiste, Jérôme, des affaires fédérales, des commissions de la DNCG et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que l'on peut estimer à un moment que Cherbourg va se sauver? Moi, j'ai eu le même cas en Pays de la Loire l'an dernier avec Saint-Nazaire. Qui avait, c'est marrant parce que le président nous disait 125 000 euros de déficit quand on avait ébruité l'affaire, c'était en mai dernier, en mai 2019, et puis on est vite monté à 250 000, même 280 000. Donc, il avait aussi un repreneur. Le repreneur est venu, mais il n'a jamais mis d'argent. Et résultat, le club est retombé en R1. Donc aujourd'hui, sincèrement, moi je ne vois pas comment la Ligue de Normandie, à moins qu'il y ait des appuis vraiment très forts au sein de l'instance régionale, je ne vois pas comment la Ligue peut garder Cherbourg en National 3. Ça serait quand même indécent, on va dire. Mathieu Billot du Foot Normand, on est typiquement dans une affaire attendue. Jérôme Bouchacourt nous apporte ses lumières aujourd'hui. Ce sont des choses que l'on sait depuis plusieurs semaines maintenant qui traînent autour de l'AS Cherbourg. Aujourd'hui, Gérard Goël s'est exprimé officiellement et annonce le chiffre donné par Jérôme à l'instant. Ça va forcément rebattre les cartes, tout ça. Ça pourrait effectivement, si Cherbourg est de nouveau relégué administrativement, éventuellement au niveau de sa réserve, qui était censée monter en R1. Oui, ça peut avoir un effet domino sur tous les championnats. Mais surtout, moi j'ai une vision plus globale que même Cherbourg. Je pense que ça doit aussi montrer que ce football à ce niveau-là, il doit aussi se réinventer. Et j'ai envie de dire, peu importe qu'on joue en N2. J'allais y venir, messieurs, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter, et je dis bien profiter de cette crise? C'est quoi l'issue pour vous? Mathieu, vous verriez quoi, vous, après? Non, ce que je veux juste te dire, c'est que je voyais Jérôme qui disait, oui, il y a 4 contrats fédéraux, alors forcément, c'est un coût, c'est des salariés avec des charges et tout. Je pense que les clubs, on peut avoir de l'ambition, mais au final, qu'est-ce que ça change que Cherbourg évolue en R2, en R1? L'important, c'est d'avoir un bon club, sain financièrement, stable, avec des jeunes qui tapent dans le ballon. Et puis, si vous avez le bonheur d'avoir une bonne génération autour de Cherbourg, peut-être que vous montrez, certains iront dans des clubs pro, ça fera votre fierté. Mais il ne faut pas aller à la course à l'armement, à payer des joueurs. Moi, je ne les connais pas, les joueurs, donc je ne pourrais pas dire, mais à surpayer des joueurs qui n'ont peut-être même pas le niveau pour finalement faire couler le club. Là, aujourd'hui, c'est Cherbourg, demain, ce sera peut-être un autre. Jérôme évoquait Saint-Nazaire il y a un an. Il y a d'autres clubs en N3 qui, visiblement, font différemment, qui ne se portent pas plus mal, ou même en R1, R2. Voilà, revenons à des choses un peu plus simples. Et c'est pas grave au final de jouer quel que soit le niveau. Moi, je crois pas que c'est une grande importance. Il faut mieux avoir un club sain financièrement, avec des jeunes, avec beaucoup de jeunes qui pratiquent le football le mercredi et le week-end, et tout le monde s'en portera bien mieux. Jérôme Bouchacourt du foot amateur, on a la vision de Mathieu. Je vous voyais opiner du chef. On est tous d'accord pour dire que ce National 3 doit impérativement se réinventer. Aujourd'hui, sur Cherbourg, on va conclure là-dessus. On a 123 000 euros de déficit, je cite le président Gérard Goël. Vous penchez plutôt pour 200 000. Déjà, la différence, elle se ferait où, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que l'une ou l'autre des deux sommes
peut faire pencher la balance de l'un ou l'autre côté? Ou est-ce que déjà 123 000, c'est déjà trop? 123 000, c'est déjà trop. J'ai regardé un petit peu les procès-verbaux de la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue de Normandie. On a des clubs qui ont pris des amendes de 500 ou 700 euros pour avoir rendu 15 jours en retard leur budget, alors qu'ils étaient très sains financièrement. Aujourd'hui, cette commission, même si c'est que 123 000 euros, comme le dit Gérard Goel, cette commission, elle n'a pas d'autre choix que de dire attention, c'est pas la première fois, on vous a prévenu, on vous a mis 6 points de pénalité au mois de mars, le 3 mars, je crois. Si le 3 juin ou le 30 juin, qui est la date de clôture pour les budgets des clubs, si le 30 juin, vous n'avez pas l'argent sur le compte, vous êtes en Régional 1. Et ça, alors maintenant, il y a toujours la menace du dépôt de bilan pour les clubs. Et dans le cas Saint-Nazaire, l'an dernier, ils n'ont pas déposé le bilan, mais ils ont trimé toute la saison. Pour moi, il faut déposer le bilan. Sauf que il y a aussi une petite, on va dire, un petit truc, c'est que s'il y a dépôt de bilan, Gérard Goel ne pourra plus être président de l'AS Cherbourg. Il sera interdit de gestion pendant 2 ans. Parce que ça, c'est le règlement de la Fédé. Donc, je pense que s'il ne dépose pas le bilan depuis des années, en 2014, j'en avais discuté avec un ami qui était à la Ligue de Normandie à l'époque, c'était 400 000 euros qu'il manquait à l'AS Cherbourg. Donc, à un moment donné, c'est toujours reculer pour mieux sauter, finalement. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Mathieu, c'est que le club est remonté de R2 en N3, c'est très bien. Mais s'il a une réserve qui monte en R1, ça veut dire qu'il y a aussi du potentiel derrière. C'est un club qui a quand même des jeunes de bon niveau. Donc pourquoi on ne s'appuie pas là-dessus pour remonter petit à petit et faire en sorte que le club réexiste au niveau national? C'est quand même un des clubs qui a été le plus longtemps au niveau national, je crois une 40aine d'années, mais vraiment de s'appuyer sur ces choses-là. Et peut-être que cette crise sanitaire va faire comprendre au club qu'à un moment donné, on ne peut plus aller chercher des contrats fédéraux à droite à gauche en permanence. D'ailleurs, on a sorti hier et avant-hier un dossier sur les contrats fédéraux. On sort le National 3 ce soir. Il y a des clubs qui ont 20-25 contrats fédéraux en N2. J'ai des clubs qui ont 15 fédéraux en N3. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, sincèrement, moi, je ne vois pas dans un projet club aujourd'hui comment on peut inclure ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais pour terminer sur la question initiale, pour moi, l'AS Cherbourg doit être en Régional 1 l'an prochain. Voilà. Et on verra bien ce que ça va donner, en tout cas, cette AS Cherbourg et ce National 3 avec encore beaucoup de travail. Figurez-vous pour qui? Eh bien, pour la Ligue de Normandie, qui en a déjà eu beaucoup depuis un mois, qui a fini, et là, c'est notre 3e partie, par sortir ses classements. Et j'insiste, vendredi soir, très tard, Mathieu Billot, vous aviez suivi ça d'ailleurs de très près, 23h17, si je ne m'abuse, la sortie officielle de ces classements. Des classements qui n'offrent aucune surprise, on le rappelle. Bayeux et Romilly montent de Régional 1 en National 3. Le meilleur second et donc le 3e montant, c'est Dives-sur-Mer qui a donc devancé dans le calcul effectué par la Ligue de Normandie sur les bases de la Fédération française de football et des conseils de la LFA. Donc Ménil-Lénard est un petit peu le premier non montant, la médaille en chocolat de cette affaire de Régional 1. Ensuite, en Régional 3, c'était le 2e cas, c'est la réserve de Vire qui va donc probablement accéder au championnat supérieur à la Régional 2. Les féminines, l'affaire est réglée. Il y aura bien des montées du Stade Malherbe de Caen féminin et du Foot 50, les 2 clubs qui étaient en tête au moment de l'arrêt des championnats, puisque le championnat à phase a été revu par la Fédération française. Moi, là où je veux revenir, messieurs, avec vous, c'est la suite des événements. Mathieu Billot, il y en a avoir des recours à toutes ces décisions, c'est sûr. Rien à voir. Après, est-ce qu'il y en aura non plus dans des proportions importantes? Je ne sais pas, où il y a quelques clubs qui vont faire des recours. Il y a déjà Grand Quevilly, on sait déjà, et c'est une notoriété publique, que Grand Quevilly va faire recours et appel de la décision de relégation
qui les frappe en tant que troisième relégué de National 3. Ouais, ils n'ont pas encore communiqué officiellement, mais je pense certainement. Bon, le Ménil l'a aussi annoncé. Ouais, voilà, les clubs, après, ont tout à fait le droit de faire des recours. Hein, s'ils estiment qu'ils ont été floués par l'adaptation des règlements, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, encore une fois, plus que des cas particuliers, hein, les clubs font ce qu'ils veulent en leur âme et conscience. Mais c'est surtout que, encore une fois, je pense que cette crise, elle doit aussi souligner que les règlements, ils ne sont pas clairs, mais pas du tout. Et donc, et là, ils ont une saison, que ce soit la Ligue ou la Fédé, peu importe, pour travailler des textes clairs pour que ces situations ne se reproduisent pas et pas avoir deux textes différents pour un même championnat. Et ce qui est complètement incroyable. C'est la clé de base, Jérôme Bouchacourt du foot amateur. On s'est aperçu encore plus de manière criante depuis 1 mois et demi, 2 mois, que c'est un bazar sans nom. Oui, mais bon, comme disait Mathieu, aujourd'hui, on est dans une crise qui est, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois depuis 1939 que des championnats sont arrêtés. Donc, on était en guerre à l'époque. Aujourd'hui, les décisions qui ont été prises, de toute façon, il fallait les prendre. On ne pouvait pas continuer, on n'allait pas finir la saison en septembre-octobre. Donc, il fallait prendre une décision. La décision que la Fédé a prise n'est pas si mauvaise. C'est la moins, on va dire, la moins mauvaise quelque part. Parce que il fallait trouver l'histoire du quotient, notamment, et il y a le cas en R2 avec Villers-Ligat, qui se fait chipper sa première place par rapport à la réserve d'Alençon. Mais il fallait trouver une parade. La Fédé l'a fait. Est-ce qu'ils l'ont bien fait? Pourquoi autant d'atermoiements? Pourquoi autant de changements de cap, de réunions pour réussir à statuer sur quelque chose finalement que la fédération avait décrété dès le premier jour? Pourquoi il va y avoir des recours? Pourquoi les clubs vont porter des recours? C'est bien parce qu'il y a des différences de règlement, c'est bien parce qu'il y a des choses qui sont appliquées de manière assez incongrue. Alors, incongru, non, pas forcément. Maintenant, prenons l'exemple de la Ligue, Jérôme. Prenons l'exemple de la Ligue avec la Régionale A. La Ligue de Normandie avait un règlement. La fédération, comme le disait Mathieu, en avait un autre. Ouais, alors ça, c'est le gros problème de la Ligue de Normandie. En fait, la Fédé a changé le règlement d'accession à N3 il y a 1 an et demi. C'était en décembre 2018, lors de l'Assemblée fédérale, où, en fait, certaines ligues avaient des barrages d'accession entre les deuxièmes. Donc, la Fédé a dit non, on ne fait plus de barrage d'accession. Donc, le meilleur deuxième monte. Voilà, tout simplement. Donc, toutes les ligues, sauf une, l'ont inclus dans leur règlement. La Ligue de Normandie a oublié de le faire. Sauf que son règlement, quand on dit aujourd'hui, elle dit que les troisièmes ne peuvent pas accéder au niveau supérieur. On ne peut pas prendre, si le premier ou le deuxième ne peut pas accéder, on ne prend pas le troisième. Sauf que, forcément, vu qu'on a Granville et Rouen qui sont de première place en R1, il faut bien aller chercher le troisième, étant donné que la Fédé demande 3 accessions. Alors, c'est là où Grand-Quevilly et Ménil-Lénard vont s'engouffrer, et ils ont entièrement raison. D'ailleurs, moi, j'ai consulté des avocats et des juristes qui me disent, mais de toute façon, il y a un vide juridique. Et ce vide, c'est évidemment au bénéfice des clubs. Ça veut dire qu'on peut escompter une Nationale 3 à 16 l'année prochaine? 16, à moins que Cherbourg soit rétrogradé. Non, mais hormis le cas de Cherbourg qui est l'aspect financier, mais en termes de statut et sportivement parlant, après passage de estimer qu'effectivement, peut-être y avoir 16 équipes en National 3. C'est une possibilité. Alors après, je ne suis pas sûr que ce soit la Ligue seule qui puisse prendre cette décision, parce que la Fédé a quand même un regard sur le National 3. Mais oui, pourquoi pas. Je pense que en effet, surtout pour Grand-Quevilly, alors Ménil-Lénard, je ne sais pas trop, mais Grand-Quevilly, qui d'après le règlement normand serait le premier repêché. Donc, Mathieu Billot, on a une potentielle Nationale 3 qui va être, pourquoi pas à 16, comme vient de le dire Jérôme Bouchacourt. On a une Régionale A dont on ne sait rien de la composition, 13 ou 14. Les Régionales 2, c'est pareil. Vous en avez fait mention d'ailleurs, Mathieu, ce week-end. Dans le procès-verbal de la Ligue sur les classements, on est bien d'accord que l'on n'en est qu'au classement. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente assurée et il y a encore moins de nombre de groupes communiqués aujourd'hui.
Donc ça, normalement, c'est la prochaine étape. Ce sera la prochaine étape, le 3 juin, c'est bien ça. Voilà, c'est la prochaine étape. Après, voilà, il y a quelques cas, effectivement, qui ont été soulignés par Jérôme, qui posent problème. Forcément, comme il se trouve au sommet de la pyramide du football régional, le N3, ils peuvent avoir des impacts après sur tous les niveaux. Voilà. Mais ça, c'est des décisions. Enfin, c'est très bien, il y a déjà eu des cas un peu similaires. Ça veut dire quoi, messieurs? Ça veut dire surtout une chose. Ça veut dire que l'on n'aura pas le panel complet de ce que sera le foot régional la saison prochaine avant de longues semaines, finalement. C'est ça que je dois comprendre? Si les clubs intentent des recours et que ces recours sont reçus par les administrations compétentes, oui, non, ça peut durer un peu longtemps. On se souvient l'exemple de Div, il n'y a pas si longtemps que ça, 3-4 ans, qui s'est battu pour sa promotion en N3. Et qui a eu gain de cause mi-septembre. Le 20 septembre, ils ont commencé le championnat le 20 septembre. C'était il y a 2 ans. Ils n'avaient rien lâché de l'été. Enfin, ça avait été une bataille de tous les instants pour eux et ils avaient eu finalement gain de cause. Alors, si on se base sur cet exemple-là, même si ça n'a rien à voir, les situations, sachant que les championnats ne vont certainement pas reprendre avant début octobre, on n'est pas à l'abri. Jérôme Bouchakour, avez-vous des informations qui vont en ce sens que les championnats vont reprendre début octobre? Parce qu'hier, il me semble bien avoir vu Noël Le Graët, qui est le président de la Fédération française au Canal Football Club, expliquer que ça reprendrait le début septembre, quoi. Oui, matin au téléphone avec la Fédé et les ligues là-dessus. Alors, on s'orienterait vers, pour le National 2, je pense, premier ou deuxième week-end de septembre, National 3 une semaine après. Et Ligue et District, il y a les tours de Coupe de France aussi à caser, dans le programme qui va être chargé pour la saison prochaine. Ligue et District, fin septembre, début octobre. Ouais. Je pense que ça sera ça. Ça, c'est une vraie potentielle information là aujourd'hui. Voilà le calendrier qui serait établi par les instances fédérales. Mathieu, je rebondis là-dessus justement. On va recommencer début octobre. On va recommencer dans quelles conditions? En fait, on est en train de dire ça laisse plus de temps à la Ligue pour fabriquer ses championnats et faire les recours finalement. Ça laisse plus de temps à la Ligue pour faire ses championnats, ça laisse plus de temps pour les clubs. Enfin, non, pas plus de temps parce qu'il y a des délais pour faire les recours, mais on va dire si on sait très bien que ça peut passer sur différentes administrations. Voilà. Concernant la reprise des championnats, il y a aussi quand même, on va dire, les municipalités, les collectivités qui ont leur mot à dire. Je prends l'exemple de Caen. Aujourd'hui, un club ne peut pas organiser de séances d'entraînement à Caen parce que les terrains sont fermés. Et je prends l'exemple de Caen, mais c'est le cas dans toutes les communes, de Normandie et certainement de France. Pour le moment, c'est jusqu'au 1er septembre à Caen. Alors bien sûr, en fonction de l'évolution de la pandémie, ça peut peut-être être amené de quelques semaines, mais aujourd'hui, on fait des projections. C'est comme pour la Ligue 1, Ligue 2, on fait des projections et c'est bien normal parce qu'il faut anticiper. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien quand ça va reprendre. Rapport aux municipalités. Par contre, le calendrier footballistique, lui, il commence à se dégager. On commence à avoir quelques, allez, à défaut de certitude, mais au moins quelques grands axes de reprise. Tout le monde suit un petit peu l'actualité. On a vu que ce week-end en France, il y avait des clusters par rapport à la maladie qui éclataient un peu partout, sauf en Normandie. Mais voilà, donc on ne sait pas quelle sera la situation sanitaire. On va prendre avant tout le monde, on va encore être à l'avant-garde, messieurs, je vous le garantis, vous allez voir. Quelle sera la situation du pays le 15 juin, le 15 juillet, le 15 août, le 15 septembre? Enfin, moi, j'en sais rien personnellement. Voilà, donc pour le moment, moi, je trouve ça normal que les différentes fédérations ou ligues travaillent sur des scénarios de reprise. Mais pour le moment, c'est que des projections, il n'y a aucune certitude. En tout cas, pour moi, je pense qu'il n'y a aucune certitude. Et pendant ce temps-là, et je vais conclure là-dessus, justement, Jérôme Bouchakour, on est quand même dans le travail des commissions, dans le respect des statuts des éducateurs, des arbitres, des statuts financiers. Ça continue de travailler tout ça, et ça doit continuer de travailler. Il le faut, surtout que ces commissions, pour la plupart, ne se sont pas réunies pendant 2 mois. Donc aujourd'hui, elles ont beaucoup de boulot, notamment les commissions de discipline. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de commission depuis début mars. Donc il y a un gros travail à faire. Et puis, pour revenir sur le calendrier, oui, ils vont publier un calendrier, à mon avis, début juin. Parce qu'ils sont obligés de le faire. Maintenant, là où Mathieu a raison aussi, c'est que dans 1 mois ou 1 mois et demi, on ne sait pas où la situation sanitaire sera. Donc, peut-être qu'il y aura une deuxième vague, peut-être pas. Voilà, il faut bien tracer les grands axes. Rien du tout. Il faut bien tracer les grands axes. Est-ce que l'entraînement collectif avec ballon
sera autorisé à partir du mois de juillet. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'inconnu total. On est dans l'inconnu, mais il y a quand même quelques axes de développement que vous avez parfaitement mentionnés, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Club Foot. Je remercie évidemment Julien Maillot de SoFoot pour ses lumières sur le Stade Malherbe de Caen. Et à très vite dans cette émission, Julien. Merci Mathieu Billot du foot normand. Et merci à toi, Jérôme Bouchacourt, d'avoir fait ton apparition du côté de ce Club Foot Tendance Ouest. On va se revoir, j'ai l'impression, parce que ça fait du bien d'avoir aussi une vision un peu nationale de l'histoire et surtout de savoir un peu où en est notre football en Normandie par rapport à celui que vit la France actuellement. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec, j'en suis certain, de très nombreuses nouvelles sur le front du foot normand. Bonne semaine, salut à tous.